qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Un microbe, c'est un micro-organisme unicellulaire qui est tellement petit que vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Vous devez utiliser un microscope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit? Vous voyez un grain de sable. Un grain de sable, c'est un dixième de millimètre. Un microbe, c'est 100 à 10 000 fois plus petit. Donc, vous prenez un 100 mètres aux Jeux Olympiques. 100 fois plus petit, c'est 1 mètre. 10 000 fois plus petit, c'est 1 centimètre. Microbe aussi, ça vous évoque la maladie. Et donc, on y a aussi associé les virus, qui sont aussi des agents qui causent des maladies. Évidemment, tous les microbes ne provoquent pas des maladies, et certains sont même très utiles. Vous pensez aux bactéries et aux levures qu'on utilise pour fabriquer du pain, de la bière, du fromage. D'autres, évidemment, sont des parasites qui utilisent notre organisme pour se multiplier, et de ce fait, ils vont nous rendre malades. Ils nous rendent malades, en fait, de deux manières. Soit en se multipliant dans notre organisme, ils vont évidemment interférer avec certains processus extrêmement importants. Vous imaginez que si j'ai un virus qui se réplique dans mon cerveau et qui tue mes neurones, je vais à un moment donné fonctionner moins bien. D'un autre côté, au cours de l'évolution, nous avons développé des mécanismes de résistance, d'adaptation pour nous défendre contre ces microbes. Et bien parfois, ce sont ces mécanismes qui en fait surréagissent et qui nous rendent malades. Plus récemment, dans l'histoire de l'humanité, nous avons aussi appris à développer des médicaments contre ces microbes qui nous permettent de lutter contre les infections. Mais les microbes se rebiffent. Ils ont une énorme capacité d'adaptation et donc ils ont développé des mécanismes de résistance contre notre système immunitaire et ils développent des mécanismes de résistance vis-à-vis des médicaments que nous utilisons. Nous sommes donc obligés constamment d'essayer de développer des nouveaux médicaments et pour ça, il est important de bien comprendre comment ils fonctionnent. Alors on peut évidemment étudier le fonctionnement des microbes de plein de manières différentes. Avec mes deux collègues, nous avons choisi d'étudier des composants intimes de ces micro-organismes pour essayer de comprendre leur fonctionnement et essayer de trouver des talons d'Achille qu'on peut essayer d'attaquer pour produire de nouveaux médicaments. Alors, les composants intimes qui nous intéressent, ce sont des macromolécules biologiques qui sont spécifiques du monde vivant. Il y en a deux grandes catégories que vous connaissez vraisemblablement. D'abord, les molécules de l'hérédité, l'ADN ou l'ARN. Ce sont des espèces de disques durs qui vont conserver l'information génétique. Ce sont des polymères qui sont fabriqués à partir de l'assemblage de sous-unités. Il y a 4 sous-unités différentes. En fait, ce sont un petit peu comme un alphabet à 4 lettres. Alors, j'ai ici un livre qui fait 500 pages. Le génome humain contient 3 milliards de nucléotides, 3 milliards de lettres mises les unes derrière les autres pour constituer l'information génomique. Mon livre de 500 pages, il en faudrait 1600 pour contenir le même nombre de lettres. Donc c'est une énorme quantité d'informations. L'autre catégorie sont les protéines. Ce sont les ouvriers de la cellule. C'est grâce à vos protéines que vous digérez, que vous respirez, que vous luttez contre les microbes, que vous marchez. Vous êtes venu ici grâce à vos muscles, ceux qui sont constitués de protéines. Sans les protéines, nous ne serions pas là. Ce sont aussi des polymères qui sont constitués par l'assemblage de petits constituants. Et dans ce cas-là, il y a 20 lettres différentes. Et l'ordre des lettres dans les protéines est déterminé par l'ordre des lettres dans l'ADN. Donc il y a une traduction, une transcription de l'information. Ce sont des objets nanométriques. Et on est encore plus petit, là, on a une échelle encore plus petite, c'est 10 000 à 100 000 fois plus petit qu'un grain de sable. Vous ne pouvez donc pas les voir non plus à l'œil nu. Et ces molécules sont des objets tridimensionnels qui ont une structure comme n'importe quel objet de la vie courante, comme mon tournevis par exemple, et la structure, leur forme, va déterminer leur fonction. Si je vous montre cet objet, en le voyant, vous comprenez à quoi ça va servir. Pour nous, c'est un petit peu la même approche. En voyant la structure des protéines, on peut mieux comprendre
comment elles fonctionnent. Et donc, on s'intéresse à essayer de déterminer la structure de ces protéines et à essayer de comprendre leur mécanisme d'action. Grenoble est un centre de renommée internationale pour la détermination de la structure des macromolécules. Vous avez certainement déjà vu, en passant sur l'autoroute, le synchrotron, hein, qui est un laboratoire européen qui permet, qui est une des manières de déterminer la structure des protéines. C'est en utilisant cette approche que nous essayons de mieux comprendre les microbes et de les combattre. Alors, dans mon laboratoire, on s'intéresse au virus et au virus à ARN. Vous vous souvenez, le Covid, c'était un virus à ARN. Tous les organismes cellulaires, les plantes, les bactéries, nous sommes constitués de cellules et notre matériel génétique est constitué d'ADN. La double hélice d'ADN, vous avez entendu parler de ça. Les virus ont une plus grande variété, ils sont capables aussi d'utiliser de l'ARN. Et certains virus utilisent cette molécule comme génome. On s'intéresse en particulier à un virus qui s'appelle le virus Nipah, qui est un virus qui naturellement infecte des chauves-souris frugivores. Alors, ce sont des énormes chauves-souris qu'on va trouver dans le sud-est asiatique, qui mesurent 1 mètre d'envergure, qui peuvent peser 1 kilo, et qui vivent en colonies de plusieurs milliers d'individus. Ce virus, en fait, il cause une espèce de petit rhume aux chauves-souris, hein, ça ne leur provoque pas grand-chose. Par contre, quand il accidentellement est transmis à l'homme, il va provoquer des maladies beaucoup plus graves, avec un taux de mortalité qui varie entre 40 et 90%. Et donc, voilà, on essaye de comprendre comment ce virus fonctionne. Et on va s'intéresser à sa machinerie, la machinerie qui réplique son génome. Il y a 2 protéines importantes qu'on va étudier. La première, ça s'appelle la nucléoprotéine. C'est une protéine qui va s'assembler pour protéger le génome ARN et qui va s'organiser. On a ici une image en microscopie électronique qui montre la structure de cette nucléocapside, okay. Et ici on voit une vue plus détaillée de la structure tridimensionnelle de la protéine. La deuxième protéine qui intervient, c'est une protéine un petit peu bizarre, qui a la forme d'une pieuvre. Il y a 4 grands bras qui sont très flexibles et qui va servir à recruter différents partenaires pour assembler une machinerie protéique qui réplique l'ARN. Alors, on a découvert qu'à une extrémité de cette protéine, il y avait une région qui permet de se coller à la nucléoprotéine. Et cette interaction, on a découvert qu'elle est essentielle pour la réplication du virus. Alors, grâce aux outils dont on dispose ici à Grenoble, on a pu produire cette protéine, obtenir des cristaux très jolis où la protéine s'organise en cristaux, et déterminer ce qu'on appelle la structure tridimensionnelle de la protéine que vous voyez ici. Donc, la nucléoprotéine est en bleu et la petite région de la phosphoprotéine, l'autre protéine flexible, est en rouge. Et donc, du coup, ça nous a permis, cette structure nous a permis de comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Mais aussi, ça nous a donné une idée. Si on pouvait exprimer dans nos cellules un peptide qui ressemble à la molécule rouge ici, mais qui ne contient pas le reste de la protéine, ça interférerait avec la machinerie virale, et donc peut-être ça bloquerait le virus. Alors pour ça, on a collaboré avec mon collègue Victor Volchkov, qui travaille à Lyon, et qui a un accès à un laboratoire de haute sécurité biologique, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas manipuler ce virus n'importe comment et n'importe où. Et donc à Lyon, il y a un laboratoire de niveau 4, qui est le plus haut niveau de sécurité biologique, dans lequel on travaille, comme vous le voyez ici, avec un scaphandre autonome, hein, où les chercheurs ne sont absolument pas en contact avec l'atmosphère du laboratoire. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exprimer artificiellement le peptide de notre protéine dans des cellules, et puis il a essayé d'infecter ces cellules avec du virus. Et effectivement, ça n'infecte plus les cellules.
ce qui indique que ce complexe que nous avons caractérisé est bien un talon d'Achille du virus qu'on peut essayer d'attaquer pour bloquer la réplication. Et là, depuis quelques années, nous essayons d'utiliser, on utilise des outils qui ont été récompensés l'année dernière par le prix Nobel de chimie, des outils de design, de conception de protéines artificielles pour essayer d'aller cibler ce complexe et bloquer le virus. Voilà, moi je vais m'arrêter ici et je vais passer le micro à ma collègue Cécile Morlot, qui va vous parler, cette fois-ci, de bactéries. Moi, je vais vous expliquer comment est-ce que dans mon groupe de recherche, on étudie les bactéries pour mieux se soigner et en particulier pour mieux lutter contre la résistance aux antibiotiques qui devient de plus en plus inquiétante. Alors d'abord, une bactérie, à la différence des virus, n'a pas forcément besoin d'infecter un organisme pour se multiplier. Elle est autonome pour proliférer. Alors, dans certains cas, certaines souches bactériennes et dans certaines conditions, chez certaines personnes, peuvent causer des maladies, par exemple parce qu'elles vont aller détruire les tissus lorsqu'elles vont coloniser l'organisme. Mais heureusement, on a un certain nombre d'antibiotiques pour tuer ces bactéries. Et donc, un antibiotique, qu'est-ce que c'est? Un antibiotique, c'est une molécule qui va bloquer un processus essentiel pour la survie de la bactérie. Donc, en bloquant ce processus, va réussir à tuer la bactérie. Donc vous en connaissez un certain nombre, des antibiotiques, vous en avez certainement tous pris au cours de votre vie. Le premier découvert a été la pénicilline, qui a permis de soigner des pneumonies, la syphilis, des méningites. Vous connaissez aussi peut-être la streptomycine, qui a permis de lutter contre la peste et la tuberculose. Et donc un antibiotique, comment est-ce que ça agit? Donc l'antibiotique, il agit en se liant à sa cible, qui va être située soit à l'intérieur de la cellule, comme représenté ici, ou à sa surface. Donc cette cible, ça peut être une protéine, par exemple. Et donc l'antibiotique, en se liant à sa cible, va l'empêcher d'exercer sa fonction et donc ainsi mener à la mort de la bactérie. Et malheureusement, dès qu'un antibiotique commence à être utilisé, on voit des mécanismes de résistance apparaître. Donc ces mécanismes de résistance, ils peuvent être divers. Par exemple, la cellule, dans certains cas, va modifier l'imperméabilité de son enveloppe et dans ce cas-là, l'antibiotique ne pourra plus rentrer dans la cellule. Dans d'autres cas, la bactérie va se débrouiller pour modifier la cible, donc introduire des mutations, et la cible modifiée ne pourra plus se lier à l'antibiotique qui du coup n'aura plus aucune action. Dans d'autres cas, la bactérie va produire des enzymes qui vont dégrader l'antibiotique. Et enfin, on peut trouver des cas dans lesquels la bactérie va produire des systèmes qui vont expulser l'antibiotique en dehors de la cellule. Donc si on arrivait à se soigner avec les antibiotiques et qu'on continue à se soigner avec des antibiotiques aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup plus difficile dans quelques dizaines d'années si on ne fait rien, puisqu'il est prédit que les décès attribués à l'antibiorésistance passeraient de 700 000 par an environ en ce moment à 10 millions par an dans le monde en 2050, et ce pour un surcoût de 100 000 milliards de dollars par an. Donc pour arriver à lutter contre cette résistance aux antibiotiques, on peut avoir deux actions principales. D'abord, il faut préserver les antibiotiques existants et développer de nouveaux antibiotiques. Alors les bactéries résistantes, elles sont classées régulièrement par des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui les classe en ordre, avec un ordre de priorité critique, forte ou moyenne. Et parmi ces bactéries, vous en connaissez certaines. Il y a Staphylococcus aureus, ici, que vous connaissez mieux sous le nom de staphylocoque doré, qui va créer des infections de tissus, des chocs toxiques. Je peux citer également Streptococcus pneumoniae, qu'on appelle aussi le pneumocoque, qui est une des bactéries que j'étudie dans mon groupe de recherche et qui va causer des pneumonies, mais aussi parfois de façon plus grave des méningites ou des septicémies. Et puis on peut citer aussi par exemple Mycobacterium tuberculosis, qui est l'agent de la tuberculose. Alors ces bactéries, elles sont résistantes certaines de ces souches bactériennes sont résistantes aux antibiotiques, mais heureusement toutes ces bactéries ont un talon d'Achille qui est leur paroi cellulaire. Alors la paroi cellulaire, c'est un filet moléculaire qui entoure la bactérie. Donc ce filet moléculaire, il est
C'est un réseau tridimensionnel qui est formé de chaînes de sucre qui sont réticulées, accrochées les unes aux autres par des courtes chaînes d'acides aminés. Et donc, si on observe cette paroi, si on observe des bactéries en microscopie électronique, on peut voir cette paroi à leur surface. Donc, vous voyez ici une image de bactéries en microscopie électronique à balayage. Et la paroi, elle va former ces cercles concentriques ici. Donc, elle entoure véritablement la bactérie. Maintenant, si vous prenez cette bactérie et que vous la coupez, vous faites des tranches et que vous l'observez avec d'autres techniques de microscopie électronique, cette paroi, vous la voyez ici, c'est cette région très foncée qui entoure complètement la bactérie. Et donc, en enveloppant la bactérie, elle va à la fois lui conférer sa forme et sa solidité. Donc, l'intégrité de la paroi de la bactérie est absolument essentielle à sa survie. Donc, si vous faites des trous dans cette paroi, eh bien, vous allez réussir à tuer la bactérie. Donc, pour se multiplier, les bactéries, elles vont fabriquer de la paroi pour s'allonger et puis pour se diviser, donc pour proliférer. Et donc, si on bloque la fabrication de la paroi grâce à des antibiotiques, eh bien, on va arriver à tuer les bactéries. Alors, il existe déjà un certain nombre d'antibiotiques qui bloquent la fabrication de la paroi bactérienne. Il y a la pénicilline, par exemple. Mais malheureusement, déjà, un certain nombre de souches bactériennes sont résistantes à ces antibiotiques. Donc, pour modifier ces antibiotiques et les rendre, restaurer leur efficacité, ou pour trouver de nouveaux antibiotiques qui vont également bloquer la fabrication de la paroi, il va falloir comprendre ce processus en détail. Or, le problème, c'est que la paroi, chez les bactéries, est fabriquée dans des régions très petites. Ce sont des régions dont les dimensions sont de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit que le millimètre. Et si je prends l'exemple de la bactérie qu'on étudie, nous, au laboratoire, le pneumocoque, eh bien, la paroi, elle est synthétisée uniquement au milieu de la cellule, dans une région annulaire, donc c'est une forme d'anneau, qui a des dimensions absolument, de l'ordre du nanomètre. Donc, pour pouvoir étudier ce processus de fabrication de la paroi, il va falloir avoir recours à des techniques qui permettent d'obtenir un grossissement très important. Et donc, c'est ce qu'on appelle ça des techniques qui permettent d'obtenir une haute résolution. Donc, c'est pour voir en détail ce qui se passe dans la bactérie. Et une technique de choix pour cela, c'est la microscopie de fluorescence. Donc, elle va consister à introduire des petites molécules fluorescentes dans la paroi et ensuite à les observer avec un microscope à fluorescence. Alors, une molécule fluorescente, c'est une molécule qui va émettre de la lumière, qui va briller. Alors, comment est-ce qu'on introduit des molécules fluorescentes dans la paroi d'une bactérie ? Pour ça, on utilise une technique de chimie qui s'appelle la chimie clique. Donc, on fait ça en collaboration avec des chimistes. Et la chimie clique, elle est basée sur la capacité de petits groupements chimiques à réagir entre eux pour former une molécule stable. Donc, par exemple, la molécule 1 va réagir avec la molécule 2 pour former par chimie clique une molécule 1,2 qui est très stable. Et si vous accrochez à la molécule 1 un des composants de la paroi, un des acides aminés qu'on trouve dans la paroi, par exemple, et à la molécule 2, une molécule fluorescente, eh bien, grâce à la chimie clique, vous allez réussir à créer une liaison stable entre le composant de la paroi et la molécule fluorescente. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement dans nos expériences ? Mais on va cultiver des bactéries, on va les faire pousser en présence de la sonde qui contient l'acide aminé et de la molécule fluorescente. Alors, la sonde que vous voyez ici en vert, elle est suffisamment petite pour rentrer dans la cellule. Elle est incorporée dans la paroi qui vient d'être fabriquée. Donc, la région de fabrication de la paroi est représentée en blanc ici. Et vu que cette paroi, elle est assemblée à la surface de la cellule, nos sondes qui portent le groupe de chimie clique va être exposée à la surface et ainsi va pouvoir être accrochée à la molécule fluorescente qui porte le groupement cliquable complémentaire. Et donc, dans ces expériences, les régions de la cellule bactérienne qui émettront de la lumière correspondront aux régions dans lesquelles la paroi a été fabriquée. Donc, une fois qu'on a marqué nos cellules, on les observe en microscopie de fluorescence et cette région de fabrication annulaire, elle va être observée soit sous la forme de cercles, soit d'ellipses ou de bandes en fonction de l'orientation de la bactérie sur la lame de microscopie.
Donc la microscopie de fluorescence va déjà, la microscopie tout court optique va grossir l'image de la bactérie d'environ 5000 fois. Et en plus de ça, dans notre groupe, on utilise une technique particulière de microscopie de fluorescence qui s'appelle la microscopie super résolue. Et elle va permettre d'obtenir encore 10 fois plus de détails. Donc elle va augmenter la résolution de 10 fois. Et elle est basée sur le clignotement de petites molécules fluorescentes. Bon, ça, j'aurai pas le temps de vous l'expliquer ce soir. Donc cette technique, elle s'appelle le DISTER, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, vous avez des cellules de pneumocoque qu'on a marquées avec notre technique de marquage par chimie clique. J'ai représenté artificiellement le contour de 2 cellules ici avec ces pointillés et ça c'est l'image qu'on obtient à basse résolution. Donc vous voyez que les 2 cellules émettent de la lumière à peu près au milieu de la cellule. Bon, on peut pas voir une grosse différence entre ces 2 profils de fluorescence. Maintenant, si on observe les mêmes bactéries en microscopie super résolue, voici ce qu'on observe. Donc vous voyez que l'architecture des régions dans lesquelles ont été incorporées les molécules fluorescentes est complètement différente. Donc, cette microscopie super résolue, elle nous permet d'obtenir des informations très précises sur les sites de fabrication de la paroi, à la surface de la bactérie et également au cours du temps, pendant tout le processus qui permet à la bactérie de se diviser. Donc au début, quand on a développé cette approche, on l'a appliquée sur des cellules de pneumocoque que je vais appeler standard. C'est une souche de laboratoire qui est sensible aux antibiotiques. Donc vous les voyez ici en microscopie optique, là ici en microscopie électronique. Et là, ce sont les différents profils de localisation, de profils de fluorescence qu'on a observés, c'est-à-dire les différentes architectures des régions de fabrication de la paroi qu'on a pu observer. Alors, j'ai pas le temps de tout détailler, mais je vais vous montrer 2 observations. La première, c'est ici, vous voyez 2 cercles concentriques, donc ils sont absolument pas visibles à basse résolution. On peut les voir que quand on utilise notre technique super résolue. Et en fait, ces 2 cercles concentriques, ils correspondent à 2 régions de synthèse de la paroi. Et ça a été une découverte parce qu'on pensait que dans nos cellules, la paroi était synthétisée uniquement sur un site. Et en fait, il y en a 2. Donc, il y a potentiellement 2 endroits qu'on peut cibler avec des antibiotiques. Sur cette autre image ici, ce qu'on a pu observer, c'est ce tout petit point ici, au centre de la cellule. Et en fait, il correspond à la dernière étape de la fermeture du diaphragme de division. Donc, vous imaginez une bactérie qui se divise. Au milieu de la cellule, on va avoir une espèce de diaphragme qui va se fermer pour permettre de passer de une cellule à 2 cellules. Mais ce petit point-là, il correspond à la dernière étape de cette fermeture. Donc, les informations dans l'espace et dans le temps que l'on obtient permettent de mieux comprendre comment les bactéries fabriquent leurs parois. Et donc, on peut appliquer ces méthodes pour, par exemple, caractériser de nouveaux antibiotiques. Donc, par exemple, ici, on a mis en présence nos cellules avec un antibiotique et on a observé des défauts de fabrication de la paroi au milieu de la cellule. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre comment cet antibiotique tuait ces bactéries. Et puis, par exemple, on peut également appliquer cette approche à des bactéries dont on a modifié un gène pour comprendre la fonction de ce gène, ou à des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et ici, par exemple, on a appliqué notre approche à des cellules dans lesquelles on avait retiré un gène. Et puis on savait que ces cellules elles formaient des chaînes, fait des espèces de bonhommes Michelin. Et ce qu'on a observé, c'est que la paroi elle est synthétisée de façon fabriquée de façon très régulière le long de la chaîne, mais que elle a des défauts de modification dans le temps. Elle n'est pas modifiée normalement, et c'est ce qui empêche les bactéries de s'allonger et de se séparer correctement. Voilà, donc toutes ces informations qui sont très fondamentales permettent sur le long terme d'accompagner le développement de nouveaux antibiotiques. Et maintenant, je vais passer la parole à la deuxième Cécile qui va vous parler des virus qui infectent les bactéries. Eh bien, moi, je vais vous parler des virus qui attaquent les bactéries. Parce que, en effet, il n'y a pas de raison. Les bactéries, c'est des cellules comme les autres et elles sont attaquées par des virus comme toutes les cellules. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, regardez bien ce film. On est en microscopie optique et on a les bactéries qui pouf, 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 pouf.
Donc là, c'est des bactéries et on a mis un phage, donc c'est les virus qui attaquent les bactéries, qui s'appellent les phages, bactériophages, des mangeurs de bactéries. Et donc les bactériophages sont tellement petits, comme les virus, on les voit pas en microscopie optique, mais on voit bien leur effet sur les bactéries là. Donc comment fonctionne-t-il? Eh ben, les bactériophages, on verra à quoi ils ressemblent après, ils reconnaissent très spécifiquement la paroi cellulaire, ils injectent leur matériel génétique, qui en général est de l'ADN, comme nos cellules, et une fois entré dans la cellule, l'ADN code pour des protéines qui va complètement prendre le contrôle de la machinerie cellulaire de l'hôte, et qui va, ça devient une usine virale qui a pour fonction, la bactérie n'a plus comme fonction que de produire des nouveaux virus. Et à la fin du cycle, la bactérie explose, comme vous avez pu le voir, libérant des centaines de nouveaux virus. Alors, à quoi ressemble-t-il? Ça, c'est des images en microscopie électronique qui grossit beaucoup plus que la microscopie optique. Donc là, vous voyez l'échelle, c'est 50 nanomètres. Hein. Un nanomètre, c'est 100 000. Enfin bon, c'est vraiment très petit. Donc voilà, ils ont des queues à chaque fois qui servent à reconnaître la surface de la bactérie et une capside dans laquelle est empaqueté l'ADN. Alors ça, c'est en fait, ces virus sont vraiment des nanomachines redoutablement efficaces. Par exemple, pour l'intégration de l'ADN dans leur capside. Là, c'est une photo en microscopie électronique, mais à balayage, donc en surface. Donc, on retrouve ici le petit phage, ici, qui est formé de protéines. Et la capside a explosé et on voit toute l'ADN qui était contenu dans la capside qui s'est répandu autour du phage. Et en fait, l'ADN est extrêmement bien empaqueté, qui conduit à une pression dans la capside qui est équivalente à 10 à 15 fois la pression présente dans une bouteille de champagne. Et tout ça avec des protéines qui... Voilà. Donc, voilà à quoi ils ressemblent. Et où est-ce qu'on les trouve? Les phages, vraiment, on les retrouve vraiment partout. Donc, je ne vais pas détailler, mais j'aime bien cet exemple-là, parce que les phages... vous savez que les bactéries servent à faire du fromage, le bifidus ou Lactococcus lactis, ou du vin pour la fermentation malolactique. Et si une cuve de lait est infectée par un phage, eh bien c'est la catastrophe parce que les bactéries meurent et le lait ne peut plus être transformé en fromage. Pareil pour le vin, si les bactéries qui font la fermentation malolactique sont attaquées, le vin, la vinification ne pourra pas se faire. Et donc il y a une très grosse recherche contre les phages, pour lutter contre les phages dans l'industrie fromagère, ou à Bordeaux, par exemple, j'ai une collègue qui a des échantillons très intéressants des différents châteaux aux alentours. Je suis très envieuse. Voilà. Donc, ils sont partout. Après, ils sont partout, mais ils sont également l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Je vous ai dit, ils sont vraiment très petits, les phages. Si on met tous les phages bout à bout, on couvre une distance de 10 puissance 8, on m'a dit que ça faisait 100 milliards de années-lumière. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 8 minutes-lumière. Donc c'est vraiment extrêmement, ils sont vraiment extrêmement abondants. Et là, par exemple, c'est l'image d'une goutte d'eau de mer, et on a mis une molécule une molécule fluorescente, dont nous a parlé Cécile, qui permet de reconnaître l'ADN. Et donc chaque petit point, donc les gros points là, c'est des bactéries, parce que là l'échelle c'est 10 microns. Une bactérie, ça fait à peu près 1 micron, 2 microns. Donc les gros points là, c'est des bactéries, et tous les petits points, c'est des virus. Et dans l'eau de mer, en fait, il y a principalement des virus qui attaquent les bactéries. Donc il y en a vraiment partout et ils sont extrêmement abondants. Ils ont donc un rôle très important dans les cycles géochimiques de la matière, puisque 20 à 50% des bactéries sont tuées dans l'océan chaque jour.
Et donc, ça a aussi un impact sur le climat, puisque les bactéries photosynthétiques des océans participent à la captation du dioxyde de carbone. Alors également, je vous ai montré le premier cycle, le cycle lithique, qui mène à l'explosion de la bactérie, mais il y a également un cycle lysogénique qui est intéressant, c'est-à-dire que le virus injecte son ADN, l'ADN trouve qu'il est pas mal ici, il s'intègre dans le chromosome de la bactérie, et alors là, l'intérêt de l'ADN du phage et l'intérêt de la bactérie sont alignés, et le prophage, puisque c'est son nom maintenant, se propage juste par division de la bactérie, et donc il est transmis aux cellules filles. Et puis, dans le cas où le prophage est dormant, mais il sent quand même, et dans le cas de stress, par exemple un stress UV, ou antibiotique, ou un stress nutritif, il peut se réveiller et repartir dans un cycle lithique pour faire des virions qui pourront résister au stress. Et alors là, ça, c'est pas très bon parce que comme le prophage a tout intérêt que la bactérie survive, eh bien, il peut porter avec lui des îlots de pathogénicité. Et c'est le cas, par exemple, d'un prophage qui infecte Vibrio cholera et qui lui confère sa pathogénie, c'est-à-dire la toxine qui rend la bactérie absolument toxique pour l'homme. Donc, dans ces cas-là, les phages sont pas trop sympathiques pour nous. Une dernière chose que je voulais vous dire sur les bactériophages, c'est que c'est la forme de vie la plus simple sur Terre, et ils ont été énormément étudiés dans la première moitié du XXe siècle, et ils sont pour étudier les bases moléculaires du vivant, et ils sont à la base de l'origine du développement de la biologie moléculaire qui a explosé et qui nous permet de comprendre le vivant sur la base moléculaire. Et là, par exemple, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous montrer cette manip qui est vraiment très élégante. C'est pour montrer que c'est l'ADN et non les protéines qui sont à l'origine qui sont les bases donc c'est l'ADN qui est le base de l'information génétique. En effet, les protéines et l'ADN sont formés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote, mais et d'oxygène. Il y a le soufre qui est présent uniquement dans les protéines et le phosphore qui est présent uniquement dans l'ADN. Et donc, en marquant spécifiquement le soufre ou le phosphore, on peut savoir qui est-ce qui est injecté dedans et qui est-ce qui est le support de l'information génétique. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. Pourquoi je vous parle de virus qui attaquent les bactéries ? Eh bien, parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et donc, dans le cadre de la résistance aux antibiotiques dont nous a parlé Cécile, eh bien, les virus qui attaquent les bactéries peuvent très bien servir de médicaments puisqu'ils vont tuer les bactéries qui nous infectent. Et ça commence à devenir de plus en plus populaire et de plus en plus étudié pour comprendre comment on peut les utiliser. Et d'ailleurs, ils sont déjà utilisés dans certains cas d'impasse complète thérapeutique. Et donc, pour savoir les utiliser de façon efficace et de pas reproduire les mêmes problèmes avec les antibiotiques qui développent des résistances sur les bactéries, eh bien, c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. Et ça, c'est ce que je fais au labo. Donc, je travaille sur le phage T5, qui est mon phage de prédilection, qui reconnaît une protéine à la surface de la bactérie. Vous voyez que la protéine, là, je l'ai purifiée et remise dans un liposome. Et on voit que l'ADN a été expulsé dans le lumen dans le liposome. Et comment ça se passe ? Et donc on a étudié déterminer la structure de l'extrémité de cette queue de phage. Et donc ça, c'est les données qu'on a. Plus spécifiquement, les données expérimentales, c'est ce réseau-là, c'est cette densité dans lequel on peut nous placer les différents atomes pour avoir la structure tridimensionnelle des protéines. Et comme nous disait Marc tout à l'heure, de savoir à quoi ressemble la protéine, ça peut nous permettre de comprendre comment elle fonctionne. Voilà. Alors je vais un petit peu vite. Et donc on a essayé de déterminer aussi la structure après interaction avec le récepteur. Et donc là, on voit qu'en effet, on a une structure différente et on voit qu'il y a dans la queue
un canal par lequel passe l'ADN, et on voit que là, donc là, on a reconstitué le récepteur de la surface de la bactérie, qu'on a remis dans un petit bout de membrane, et on voit en effet que le virus est capable de faire un trou dans cette petite membrane pour faire un canal, pour faire passer l'ADN. Alors, on a la structure initiale, on a la structure finale. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, on peut voir que, en effet, là, c'est bouché, et là, c'est ouvert, que c'est ouvert, vous voyez bien là que ça s'ouvre pour faire ouvrir le canal, et que ça permet d'ancrer le tube de la queue à la membrane de la cible, et donc en déterminant la structure d'autres protéines et en étudiant bien ces protéines, on a pu déterminer tout le mécanisme moléculaire, au niveau moléculaire, de comprendre comment ça se passe pour que la protéine qui est au bout de la queue du phage reconnaît son récepteur, et ça déclenche l'infection du phage sur la bactérie. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis Marc et Cécile vont me rejoindre, et on sera tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Merci.